Une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft, Le défi d'outre-espace. George Campbell ouvrit sur l'obscurité des yeux embrumés de sommeil et resta plusieurs minutes à fixer, depuis l'entrée de sa tente, la pâle nuit d'août, avant de pouvoir se demander ce qui l'avait réveillé. Il y avait dans l'air vif et pur de ces forêts canadiennes un soporifique plus puissant que n'importe quelle drogue. Campbell se tint immobile un moment, revenant avec lenteur aux frontières du sommeil, conscient d'une exquise fatigue, d'une sensation inhabituelle d'avoir fait usage de tous ses muscles, désormais parfaitement détendus. C'étaient les meilleurs moments des vacances après tout, le repos après la peine, au milieu de la nuit douce et claire. Comme son esprit plongeait à nouveau dans l'oubli, il se répéta avec volupté une fois de plus que 3 longs mois de liberté l'attendaient. Libéré des villes, de la monotonie, de l'enseignement de l'université, des étudiants dépourvus du moindre intérêt pour la géologie, qu'il leur enfonçait de force dans la tête afin de gagner son pain quotidien. Libéré de... D'un seul coup, la délicieuse somnolence qui l'entourait fut réduite à néant. Venu de dehors, un bruit de fer blanc, entrechoqué, rompit le silence. George Campbell se redressa maladroitement et s'empara de sa lampe de poche, puis éclata de rire et la remit en place, fouillant des yeux l'obscurité au milieu de laquelle une petite créature de la nuit, anonyme et sombre, rôdait parmi les boîtes de conserve renversées de ses réserves. Il étendit un bras très long, cherchant un projectile à tâtons autour de l'entrée de la tente. Ses doigts se refermèrent sur une grosse pierre qu'il ramena vers lui, prête à la lancer. Mais il n'en fit rien. L'objet ramassé dans le noir était si bizarre, carré, aussi lisse que le cristal, avec des coins arrondis, très mat. De toute évidence, quelque chose de fabriqué. La surface en était si surprenante au toucher que, de nouveau, il se mit en quête de sa lampe de poche, dont il projeta le faisceau sur la pierre qu'il tenait en main. Le sommeil le quitta tout à fait quand il vit ce qu'il venait de saisir par hasard. Ce cube étrange et lisse était aussi transparent que du cristal de roche. Du quartz, bien évidemment, mais pas sous sa forme habituelle de cristaux hexagonaux. D'une manière ou d'une autre, mais Campbell ne pouvait deviner comment, on lui avait donné la forme d'un cube d'environ 6 pouces de côté, mais incroyablement usé. Le cristal si dur s'était émoussé, à tel point que les arêtes avaient disparu, et que le tout prenait l'apparence d'une sphère, à l'issue sans doute d'innombrables années impossibles à compter. Le plus curieux, cependant, restait sous forme qu'il apercevait confusément au centre du cristal. C'était un petit disque fait d'une matière inconnue, de couleur pâle, dont la surface laissait voir des caractères gravés en forme de coin, ce qui rappelait vaguement l'écriture cunéiforme. George Campbell fronça les sourcils et se pencha pour considérer de plus près l'énigme qu'il tenait en main, vaguement surpris. Comment avait-on pu inclure un tel objet dans du cristal de roche pure? De vieilles légendes lui revinrent à l'esprit. Le quartz, disait-elle, n'est rien d'autre que de l'eau qui a gelé trop fort pour pouvoir fondre ensuite. De la glace, des caractères cunéiformes. Oui, ce type d'écriture ne venait-il pas des Sumériens, descendus du Nord, au tout début de l'histoire pour s'établir en Mésopotamie? Puis le bon sens reprit le dessus, et il éclata de rire. La formation du quartz remonte aux premières périodes géologiques de la Terre, quand elle se réduisait encore à une fournaise de roches en fusion. La glace date de bien plus tard, des millions d'années plus tard. Et pourtant, cette écriture, tracée par l'homme, très certainement, bien que les caractères en soient peu familiers, exception faite d'une lointaine ressemblance avec les graphismes cunéiformes. Ou bien se pouvait-il qu'en plein paléozoïque, il ait existé des créatures capables de graver ces formes mystérieuses sur le disque enrobé de quartz qu'il tenait? Ou encore, une chose comme celle-ci serait-elle tombée de l'espace, comme un météore, plongeant dans la roche encore en fusion? Se pourrait-il que...
Il se reprit fermement et sentit ses oreilles s'échauffer devant l'exubérance de sa propre imagination, le silence, la solitude et le curieux objet qu'il avait en main conspiraient pour jouer un tour à son bon sens. Il haussa les épaules et posa le cristal à côté de son sac de couchage, puis éteignit la torche. Peut-être, une fois le jour venu, aurait-il la tête assez claire pour donner une réponse à des questions qui, en ce moment, paraissaient insolubles. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Le cube avait paru briller un instant, comme pour la retenir, avant de disparaître dans l'obscurité. Ou peut-être se trompait-il. Peut-être ses yeux éblouis avait-il cru voir, à tort, la lumière le quitter comme à regret, et luire dans ses profondeurs avec une étrange insistance. Il resta longtemps étendu, mal à l'aise, revenant sans cesse sur ses questions sans réponse. Ce cube, venu d'un passé insondable, à l'aube de l'histoire peut-être, constituait un défi qui ne le laisserait pas dormir. Il demeura ainsi, lui sembla-t-il, des heures durant. Cette lumière prolongée qui paraissait si réticente à disparaître occupait son esprit. On aurait dit que quelque chose au cœur du cube s'éveillait, se mouvait d'un air somnolent pour retrouver brusquement toute sa lucidité et s'attacher tout entier à lui. Pure fantaisie. Il s'agita avec impatience et ralluma la lampe électrique de façon à voir sa montre. Pas loin d'1 heure du matin. 3 heures encore avant l'aube. Le rayon de lumière tomba vers le cube. Il l'y maintint plusieurs minutes, puis l'éteignit et observa. Aucun doute désormais. Comme ses yeux se faisaient peu à peu à l'obscurité, il vit que l'étrange cristal brillait en son centre de minuscules lueurs fugitives, semblables au feu du saphir. Elles venaient apparemment du disque pâle aux inquiétantes inscriptions. Le disque lui-même grandissait. Les caractères changeaient de forme. Le cube semblait plus gros. Était-ce une illusion causée par les infimes parcelles de lumière? Il entendit un son, ou plutôt le fantôme d'un son, comme celui produit par les cordes d'une harpe que pincerait un spectre. Il se pencha plus avant, cela venait du cube. Il y eut un cri aigu dans les fourrés, une agitation de corps, suivie d'un cri plaintif, d'agonie, comme celui d'un enfant dans les affaires de la mort, qui prit fin presque aussitôt. Une infime tragédie de la vie sauvage, le tueur et sa proie. Campbell s'avança sans rien voir. De nouveau, il éteignit sa torche et jeta un coup d'œil en direction de la tente. Il y avait sur le sol un faible reflet bleu, le cube. Il se pencha pour le ramasser, puis, obéissant à une sorte d'obscure mise en garde, retint sa main. Et de nouveau, il constata que la lumière allait disparaître. Les infimes lueurs couleur saphir clignotaient par à-coups et refluaient vers le disque dont elles étaient issues. Il n'émettait plus aucun son. Campbell s'assit, observant la luminescence croître et décroître pour devenir de plus en plus faible. Il comprit que 2 éléments rendaient possible le phénomène, le faisceau de sa lampe et sa propre attention concentrée sur le cube. Son esprit devait se déplacer le long du rayon lumineux et se fixer sur le disque s'il voyait accroître le rythme de celui-ci, jusqu'à ce que... Quoi? Il ressentit un froid glacé, comme si un esprit étranger entrait en contact avec le sien. Un extraterrestre, il en était sûr. Surmontant sa répugnance, il prit le cube et l'emporta dans la tente. L'objet n'était ni froid ni tiède. Tout au plus en éprouvait-il le poids. Il le déposa sur la table en évitant de l'éclairer de sa lampe, puis marcha vers l'entrée et referma le rabat. Revenant vers la table, il dressa le fauteuil pliant et dirigea aussi exactement que possible le faisceau lumineux sur le cube. Il tourna toute sa volonté, toute sa concentration sur le disque, ainsi qu'il venait de le faire avec la lumière. Comme pour obéir à un ordre, les lueurs couleur saphir se mirent à brûler. Jaillissant du disque, elles se répandirent dans le cube de cristal puis battirent en retraite, baignant le disque et ses inscriptions. De nouveau, celles-ci changèrent de forme, bougeant, avançant et reculant dans la lumière bleue. Ce n'étaient plus des signes cunéiformes, mais
des choses, des objets. Il entendit le murmure de la musique, les cordes des harpes que l'on pinçait. Le son se fit de plus en plus fort et maintenant le cube tout entier vibrait selon son rythme. Les parois de cristal parurent fondre pour se transformer en une brume faite de poussière de diamants. Et le disque lui-même grandissait. Les formes se modifiaient, se divisant ou se multipliant, comme si l'on venait d'ouvrir une porte à travers laquelle se mouvaient des légions de spectres. À chaque pulsation, la lumière se faisait plus aveuglante. Il se sentit envahi par la panique et, tentant de libérer son regard et sa volonté, éteignit sa lampe. Mais le cube n'avait désormais plus besoin du rayon lumineux. Et Campbell ne pouvait plus se détacher. Se détacher, il fut comme aspiré par le disque, qui était maintenant un globe dans lequel des formes innombrables dansaient sur une musique dont le vif éclat baignait tout. Il se sentit attiré à travers cette brume, aspiré par elle ainsi que par un vent déchaîné jusqu'à ce globe. Comme la lumière brouillée par les nuées des soleils de saphir, se faisait de plus en plus vif. Les contours du globe vacillèrent pour se dissoudre en un chaos bouillonnant. Sa pâleur, sa musique, son mouvement se fondirent avec le brouillard qui prit la couleur de l'acier, tandis qu'il se mettait à onduler rythmiquement. Et les soleils, eux aussi, vinrent se mêler peu à peu à l'infinité grise qu'animait une pulsation sans forme. Pendant ce temps, la sensation de déplacer vers l'avant, vers l'extérieur, se fit incroyablement, intolérablement rapide. Aucune notion purement terrestre de vitesse ne s'appliquait plus, et Campbell comprit que dans la réalité physique, un tel vol aurait provoqué la mort immédiate de tout être humain. Même ainsi, dans cette hypnose ou dans ce cauchemar atroce et diabolique, cette impression quasi visuelle de passage en trombe, semblable à celui d'un météore, paralysait son esprit. Le vide, grisâtre et palpitant, ne comportait aucun point de référence possible, mais il sentit pourtant qu'il approchait puis dépassait la vitesse de la lumière. Pour finir, il perdit conscience, et une obscurité miséricordieuse engloutit tout. Les pensées de George Campbell lui revinrent d'un seul coup, au milieu des ténèbres les plus impénétrables. Combien de temps, d'années, d'éternité avait pu s'écouler depuis sa traversée du vide grisâtre? Il ne pouvait le savoir. Il comprit simplement qu'il paraissait ne pas souffrir. À vrai dire, l'absence complète de toute sensation physique semblait même être le trait marquant de sa situation. L'obscurité en était un peu moins noire, comme pour suggérer qu'il était plutôt un esprit privé de corps, au-delà de toute sensation physique, qu'un être corporel dont les sens seraient privés de leurs objets de perception coutumiers. Il pouvait penser avec une acuité et une rapidité presque surnaturelles, sans pourtant avoir la moindre idée de ce qui lui arrivait. Instinctivement, Campbell comprit qu'il n'était plus dans l'attente. Sans doute, il aurait pu échapper à un cauchemar pour se réveiller dans un monde aussi noir, mais ce ne pouvait être le cas. Pas de lit de camp sous lui, pas de main pour toucher les couvertures, la toile, la lampe électrique qui aurait dû être à côté de lui, aucune sensation de froid dans l'air, pas de rabat à travers lequel jeter un coup d'œil sur la pâle nuit qui l'entourait. Quelque chose n'allait pas du tout. Revenant mentalement en arrière, il songea au cube fluorescent qui l'avait hypnotisé, et tout ce qui avait suivi. Il s'était rendu compte que son esprit s'en allait sans pouvoir le retenir. Une panique brutale l'avait saisi au dernier moment, une peur inconsciente bien plus profonde que celle inspirée par la lueur démoniaque. Il venait de l'irruption soudaine d'un très vieux souvenir, mais lequel ? Certaines cellules de son cerveau avaient semblé reconnaître dans le cube quelque chose de familier qui se chargeait d'une obscure terreur. Il s'efforça de se rappeler ce dont il s'agissait. Cela lui revint peu à peu,
Autrefois, il y avait bien longtemps, dans le cadre de ses études de géologie, il avait lu quelque chose à ce sujet qui concernait ces inquiétants fragments d'argile, objets de bien des controverses, qu'on appelait les tessons d'Eltdown. On les avait extraits, 30 ans plus tôt, de couches précarbonifères du sud de l'Angleterre. Leur forme, les marques qu'ils portaient semblaient si bizarres que certains érudits refusèrent d'y voir des objets naturels et se lancèrent dans de folles conjectures relatives à leurs origines. De toute évidence, ils venaient d'une époque à laquelle aucun être humain ne pouvait exister sur le globe. Mais leur apparence, comme leur motif, restait déconcertant. C'est à cette occasion qu'ils reçurent leur nom. Campbell pourtant n'avait pas lu dans les écrits d'un scientifique d'esprit raciste cette référence à un globe de cristal contenant un disque. Sa source était infiniment moins crédible, mais bien plus passionnante. Vers 1912, un clergyman du Sussex, très versé dans les sciences occultes, le révérend Arthur Brooke Winters Hall, avait déclaré avoir identifié les inscriptions des tessons d'Eltdown avec certains des hiéroglyphes préhumains, si prisés de quelques cercles ésotériques, et publiés à compte d'auteur, ce qui se voulait une traduction, que les écrivains préoccupés d'occultisme citaient encore fréquemment avec beaucoup d'éloges. Cette traduction, une brochure d'une ampleur surprenante quand on songe au nombre réduit de tessons, comprenait également un récit, censé être d'origine préhumaine, où se trouvait la référence qui désormais terrifiait Campbell. L'histoire disait que vivait sur un monde extraterrestre, et pour finir sur bien d'autres, une puissante race d'êtres semblables à des vers, dont les connaissances et la maîtrise de la nature surpassaient tout ce que notre imagination peut concevoir. Ils avaient assez tôt dominé l'art des voyages interstellaires et, exterminant les races qu'ils rencontraient, peuplaient chaque planète habitable de leur galaxie. Au-delà des limites de celle-ci, qui n'étaient pas la nôtre, ils ne pouvaient se déplacer eux-mêmes. Mais, dans leur quête de la domination de l'espace, comme du temps, ils découvrirent le moyen de franchir par l'esprit certains gouffres transgalactiques. Ils mirent au point d'étranges objets, des cubes dont la source d'énergie restait inconnue, qui contenaient des talismans hypnotiques, enfermés dans des enveloppes sphériques faites d'une matière ignorée, capables de résister aux aléas de l'espace. Ces cubes pouvaient être expulsés violemment au-delà des limites de notre univers et ne répondaient qu'à l'attraction de la matière solide. Ces objets, dont certains parviendraient forcément sur divers mondes inhabités de l'extérieur, formaient les ponts d'éther nécessaires à la communication mentale. La friction atmosphérique consumait l'enveloppe protectrice, laissant le cube à nu, ce qui en favorisait la découverte par les êtres intelligents vivant sur la planète où il était tombé. Par la nature même, ils attireraient et retiendraient leur attention, et cela, joint à l'action de la lumière, suffirait à mettre en branle ses propriétés particulières. L'esprit de celui-ci qui trouverait le cube serait attiré à l'intérieur par le pouvoir du disque et envoyé sur un fil d'énergie obscure, par-delà d'énormes abysses galactiques, jusqu'au monde lointain des vers qui exploraient l'espace. Reçu dans l'une des machines auxquelles chaque cube est relié, il resterait suspendu, sans corps ni sensation, avant d'être examiné par l'un des membres de cette race et vidé de tout son contenu par un processus d'échange compliqué. L'esprit de l'investigateur occuperait alors l'étrange machine, abandonnant son corps à un prisonnier. Puis, dans un nouvel échange, il se rendrait par-delà les espaces infinis dans le corps de son captif, vide et inconscient, perdu dans un monde transgalactique, animant de son mieux un organisme étranger pour explorer cet univers nouveau en revêtant l'apparence de l'un de ses habitants. Une fois cette exploration menée à bien, l'aventurier reviendrait en faisant usage du cube et de son disque, et parfois l'esprit captif pourrait revenir sain et sauf dans son monde lointain. Mais la race dominante ne se montrerait pas toujours aussi magnanime. Parfois, quand il rencontrerait des êtres susceptibles de maîtriser le voyage dans l'espace, les vers se servaient du cube pour asservir et détruire des milliers d'esprits et n'hésitaient pas à annihiler tous leurs adversaires en faisant des explorateurs les principaux agents d'anéantissement.
Dans d'autres circonstances, ils occupaient de façon permanente telle ou telle planète transgalactique, supprimant les esprits capturés comme les autres habitants avant de s'établir dans des corps peu familiers. La civilisation mère, toutefois, ne pouvait pas être intégralement reproduite car le monde ainsi conquis ne contenait pas toujours les matières premières nécessaires à leurs activités. Les cubes, par exemple, ne pouvaient être créés que sur leur planète natale. Seuls quelques-uns des innombrables cubes envoyés dans l'espace parvinrent quelque part, souvent sur un monde inhabité, car il était évidemment impossible de leur assigner, dès l'origine, une destination précise. 3 seulement, précisait le récit, avaient réussi à se poser dans notre univers, sur des planètes peuplées. Le premier au bord de la galaxie, il y a 2 milliards d'années. Le deuxième, non loin de son centre, il y a 3 milliards d'années. Et le dernier, le seul, dont on sache qu'il ait pénétré notre système solaire, avait atteint la Terre il y a 50 millions d'années. Le docteur Winters Hall lui consacrait l'essentiel de sa traduction. Quand il parvint sur notre planète, écrivait-il, elle était alors dominée par une race gigantesque en forme de cône qui surpassait tous ses prédécesseurs, comme ses successeurs, par ses réalisations et ses pouvoirs mentaux, si avancés que pour explorer le cosmos, elle savait envoyer des esprits dans l'espace aussi bien que dans le temps. Aussi put-elle se faire une idée de ce qui s'était passé lors de la chute du cube sur la Terre, quand certains individus commencèrent, après l'avoir contemplé, à souffrir de perturbations mentales. Les dirigeants de la race comprirent que ces objets, si profondément transformés, abritaient désormais des envahisseurs, et les supprimèrent, au prix de l'exil définitif par-delà l'espace des esprits captifs. Ils avaient déjà fait l'expérience de changements encore plus surprenants. Puis, grâce à l'exploration mentale de l'espace et du temps, ils se firent une idée approximative de ce que représentait le cube, et le dissimulèrent soigneusement au regard et à la lumière, le conservant comme une menace. Ils ne souhaitaient pas détruire un objet si riche de potentiel expérimental. De temps à autre, un aventurier téméraire et sans scrupule parvenait furtivement à y accéder et à affronter ses périlleux pouvoirs, en dépit des conséquences, mais de telles affaires se voyaient toujours découvertes et résolues de façon définitive. Le seul résultat négatif de cette maléfique incursion fut que les Verts apprirent des exilés quel avait été le sort de leurs explorateurs sur Terre et conçurent une haine violente pour notre planète et toutes ses formes de vie. Ils l'auraient anéanti, s'ils l'avaient pu, et de fait, lancèrent d'autres cubes dans l'espace, dans l'espoir fou de l'atteindre en un lieu non protégé. Mais cela ne se produisit jamais. Les terriens en forme de cône conservèrent le cube dans un mausolée particulier, à la fois comme relique et comme futur sujet d'expérience, jusqu'à ce que, après des milliers et des milliers d'années, il fut perdu dans le chaos de la guerre et la destruction de la cité polaire dans laquelle ils le tenaient sous bonne garde. Quand, il y a 50 millions d'années, ils envoyèrent leurs esprits dans l'avenir infini, afin d'échapper à un péril sans nom venu de l'intérieur de la Terre, nul ne savait plus où se trouvait le sinistre cube. C'est, selon le savant occultiste, ce que disaient les Tessons d'Eldown. La précision minutieuse de sa description du cube terrifiait Campbell. Chaque détail concordait. Les dimensions, l'apparence, le disque central couvert de hiéroglyphes, les effets hypnotiques. Comme il retournait sans fin le problème dans l'obscurité, il en vint à se demander si tout ce qu'il avait traversé depuis sa découverte de l'objet et son existence même ne se réduisait pas à un cauchemar suscité par un souvenir inconscient et capricieux de ce texte absurde et charlatanesque. Si oui, il devait y être encore plongé, car son état actuel, où il semblait dépourvu de corps, n'avait rien de naturel. Campbell n'aurait pu dire combien de temps il s'absorba dans ses réflexions et ses souvenirs confus. Tout était si irréel que les cadres habituels perdaient toute signification. Cela lui parut durer une éternité, mais peut-être ne fût-ce pas réellement long, avant que se produisit une brutale interruption. Ce qui advint fut aussi étrange et inexplicable que l'obscurité qui l'avait précédé. Il y eut comme une sensation, de l'esprit, plutôt que du corps.
Et d'un seul coup, Campbell sentit ses pensées balayées ou aspirées de façon tumultueuse et chaotique sans qu'il puisse les maîtriser. Ses souvenirs se levèrent en masse avec une totale incohérence. Tout ce qu'il savait, son existence personnelle, ses habitudes, ses expériences, ses connaissances, ses rêves, ses idées, lui fut arraché en un instant avec une rapidité et une profusion si invraisemblables qu'il fut incapable de garder trace de quoi que ce soit. L'étalage de tout son contenu mental devint une cascade, une avalanche, un tourbillon, aussi horrible et vertigineux que son vol à travers l'espace où le cube l'avait attiré. Il finit par perdre conscience et par sombrer dans l'oubli. Un autre vide impossible à mesurer, puis un mince filet de sensations physiques, cette fois, et non plus mentales, une lumière couleur de saphir et un grondement lointain. Des impressions tactiles. Il pouvait se rendre compte qu'il était étendu de tout son long sur quelque chose, bien qu'une telle posture fît naître en lui un sentiment étrange. Il ne pouvait réconcilier la pression de la surface qui le soutenait avec les limites de son propre corps, ou du corps humain en général. Il s'efforça de bouger les bras, mais sans résultat. Il ne parvint à provoquer que de vaines contractions nerveuses sur toute l'étendue de ce qui semblait être son organisme. Il essaya d'ouvrir plus grand les yeux, sans pouvoir en contrôler le mécanisme. La lumière couleur de saphir lui apparaissait floue et diffuse, et il se montrait incapable de la focaliser volontairement. Graduellement, pourtant, des images visuelles curieuses, très indécises, commencèrent à se faire jour en lui. Ce qui lui parvenait ainsi ne lui était guère familier, mais au moins pouvait-il relier grossièrement ses sensations à ce qui s'appelait jusque-là vision. Comme elle se faisait plus stable, Campbell comprit qu'il devait encore subir les affres du cauchemar. Il semblait se trouver dans une salle immense, de hauteur moyenne, de chaque côté, et apparemment il pouvait voir des quatre côtés simultanément, de hautes fentes étroites qui paraissaient servir à la fois des portes et des fenêtres. D'étranges tables basses ou des piédestaux, mais aucun meuble d'allure ou de dimension normale. Des flots de lumière saphir s'engouffraient par les fentes, laissant apercevoir les murs et les toits de bâtiments fantastiques qui ressemblaient à des cubes empilés. Entre les fentes, des panneaux verticaux porteurs d'inscriptions inquiétantes. Il fallut un certain temps à Campbell pour comprendre pourquoi il le mettait si mal à l'aise, et pour voir que certains d'entre eux portaient des hiéroglyphes tout à fait semblables à ceux du disque contenu dans le cube de cristal. Pourtant, le cauchemar était ailleurs. Cela commença par la chose vivante qui venait d'entrer par l'une des fentes et se dirigeait vers lui en portant une boîte de métal aux proportions bizarres, aux parois brillantes comme des miroirs. Elle n'avait rien d'humain, rien de cette terre, ni même des rêves et des mythes de l'homme. C'était un ver ou une chenille gigantesque de couleur gris pâle, à peu près aussi large qu'un homme, mais 2 fois plus long avec une tête, apparemment sans yeux, en forme de disque, bordé de cils et pourvu d'un orifice central de teinte pourpre. Il glissait sur ses pattes arrière, tandis que la partie avant se dressait verticalement. 2 autres paires de pattes faisaient office de bras. Un curieux peigne mauve ornait sa crête dorsale, et une queue en éventail, formée d'une membrane grise, terminait sa masse grotesque. Un anneau de pointe flexible rouge entourait son cou, et de leur contorsion naissaient des cliquetis et des vibrations émis selon un rythme régulier. C'était vraiment le cauchemar à l'état pur, les caprices de la folie dans ce qu'ils ont de plus absurde. Mais si George Campbell plongea de nouveau dans l'inconscience, ce ne fut pas à cause de cette délirante vision. Il fallut pour cela quelque chose de plus, l'insupportable touche finale. Comme le ver anonyme s'avançait avec sa boîte étincelante, l'homme étendu saisit à la surface de celle-ci, semblable à un miroir, un reflet fugace de ce que devait être son propre corps. Pourtant, et cela expliquait d'horrible façon le caractère désordonné et peu familier de ses sensations, il ne le reconnut pas sur les parois du métal poli. C'était la masse, gris pâle et répugnante, d'une grosse chenille. Il émergea de son dernier accès d'inconscience en comprenant parfaitement où il se trouvait. Son esprit était prisonnier du corps de l'un des terrifiants habitants d'une planète étrangère, tandis que quelque part de l'autre côté de l'univers, le sien abritait la personnalité du monstre.
Il lutta victorieusement contre une terreur irraisonnée. Du point de vue du cosmos, pourquoi sa métamorphose devait-elle l'épouvanter? La vie et la conscience sont les seules réalités de l'univers. La forme n'a aucune importance, son corps actuel ne paraissait hideux que selon des critères terrestres. La peur et le dégoût disparurent, noyés par l'excitation que faisait naître une aventure colossale. Après tout, son ancien corps n'était rien d'autre qu'une cape que l'on rejette au moment de mourir. Sa vie d'autrefois ne lui inspirait guère d'effusion sentimentale. Que lui avait-elle apporté jusque-là, sinon la pauvreté, la peine, la frustration? Celle qui se présentait à lui ne pourrait de toute façon lui proposer moins. L'intuition lui souffla qu'elle lui offrirait plus, beaucoup plus. Avec cette honnêteté qui n'est possible que lorsque l'existence est réduite à ses éléments de base, il se rendit compte que seuls les plaisirs physiques de son ancienne vie lui faisaient un souvenir agréable. Mais il avait, depuis longtemps, épuisé toutes les possibilités de cette enveloppe terrestre. La Terre ne pourrait rien, plus rien, lui promettre de nouveau. Ce corps étranger, tout neuf, laissait présager des joies nouvelles et inconnues. Une exaltation sans bornes s'empara de lui. Il était désormais un homme sans monde, libéré de toutes les conventions, de toutes les inhibitions de la Terre ou de cette étrange planète, libéré de toutes les contraintes artificielles de l'univers. Un dieu. Avec une sinistre ironie, il pensa à son corps qui se déplaçait au milieu de l'agitation de la Terre, tandis qu'un monstre extraterrestre regardait par les yeux de George Campbell, comme par des fenêtres, observant des gens qui se seraient enfuis aussitôt s'ils avaient su qu'il marche sur la Terre, massacrant et détruisant tout son sou. Pour George Campbell, cette planète et ses peuples n'avaient plus désormais aucune signification. Il n'y était qu'un non-être, parmi des milliards d'autres maintenus en place par une gigantesque accumulation de conventions, de lois, de coutumes, condamnés à vivre et à mourir dans la même bauge sordide. Mais d'un bond aveugle, il s'était élevé au-dessus de la multitude. La mort? Non, une nouvelle naissance, celle d'un esprit pleinement développé, dont la liberté rendait dérisoire la captivité sur Yekub. Il tressaillit. Yekub? Le nom de cette planète? Mais comment le connaissait-il? Puis il comprit et apprit le nom de celui dont il occupait le corps. Thoth. Les souvenirs profondément enfouis dans le cerveau de celui-ci se répandirent en lui, comme des ombres du savoir que Thoth possédait. Gravés dans les replis du cerveau, il s'adressait confusément à George Campbell, tels des instincts implantés en lui. Sa conscience humaine s'en empara pour les traduire et lui montrer le chemin, non seulement de la sauvegarde et de la liberté, mais aussi de la puissance que réclamait son âme, réduite à des instincts primitifs. Il ne vivrait pas sur Yekub, comme un esclave, mais comme un roi, tout comme les anciens barbares qui s'étaient assis sur les trônes des empires altiers. Il dirigea son attention vers ce qui l'entourait. Il était toujours étendu sur ce qui ressemblait à un sofa au milieu de la brume qui emplissait cette pièce fantastique, et l'homme vert se dressait devant lui, tenant un objet de métal poli et agitant les pointes de son cou. Il lui parlait, réalisa Campbell, qui comprenait vaguement grâce aux processus mentaux de Thoth implantés en lui, et savait également que la créature n'était autre que Yukt, maître suprême de la science. Mais il n'y prit pas garde, car il venait de concevoir un plan désespéré, si étranger au monde de pensée de Yekub, que Yukt n'aurait pu le saisir. Rien ne l'y préparait. Comme Campbell, il voyait le fragment de métal pointu posé sur la table près d'eux, mais pour lui, cela n'était qu'un instrument scientifique, et il ne se doutait même pas qu'on puisse s'en servir comme d'une arme. Seul l'esprit terrestre de Campbell pouvait en avoir l'idée, et au cours des événements qui suivirent, il imposa au corps de Thoth des mouvements qu'aucun être de Yekub n'avait jamais accomplis. Campbell s'empara de la pointe de métal et frappa, déchirant sauvagement les chairs. Yukt battit en retraite et s'effondra, tandis que ses entrailles se répandaient sur le sol. Aussitôt Campbell se rua vers une porte à une vitesse stupéfiante qui le grisait, premier aperçu de ses nouvelles sensations physiques. Il courait, guidé uniquement par la connaissance instinctive contenue dans les réflexes de Thoth, comme porté par une conscience séparée propre à ses jambes.
Le corps de son hôte l'entraînait le long d'un itinéraire qu'il avait suivi des millions de fois, du temps où l'esprit de Thoth l'animait. Il courut le long d'un corridor incurvé, gravit un escalier en colimaçon, franchit une porte sculptée. Et l'instinct qui l'avait mené là lui dit qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il était dans une pièce circulaire surmontée d'un plafond en forme de dôme, d'où provenait une lumière d'un bleu livide. Du sol, couleur d'arc-en-ciel, s'élevait une étrange structure, à gradins, dont chacun était d'une teinte différente. Au sommet, un cône pourpre laissait échapper une brume de fumée bleue, dirigée vers une sphère qui flottait dans l'air et brillait comme de l'ivoire translucide. Les souvenirs de Thoth expliquèrent à Campbell que c'était là le dieu de Yékub, bien que le peuple de cette planète eût oublié depuis des millions d'années pourquoi il l'adorait et le redoutait. Un ver prêtre se tenait entre lui et l'autel, que jamais aucune main n'avait effleuré. Le toucher eût représenté un blasphème qu'aucun être de Yékub n'aurait pu concevoir. Le prêtre resta pétrifié de terreur jusqu'à ce que l'arme de Campbell lui ôtât la vie. Sur ses pattes de chenille, Campbell gravit les degrés de l'autel, ignorant ses frémissements soudains, les changements qui affectaient la sphère flottante, la fumée, qui maintenant bouillonnait en espèce nuée bleue. Un sentiment de toute puissance l'enivrait. Il ne craignait pas plus les superstitions de Yékub que celles de la Terre. Une fois en possession du globe, il serait roi de la planète. Il avança la main pour s'emparer de la sphère, qui n'était plus couleur d'ivoire, mais rouge comme le sang. Le corps de George Campbell sortit de la tente dans la pâle nuit d'août. Il avançait d'une démarche lente et vacillante entre les arbres énormes, suivant un chemin semé d'aiguilles de pin. L'air était vif et froid. Le ciel ressemblait à un bol renversé, aux parois d'argent semées de poussière d'étoiles. Très loin au nord, une aurore boréale étendait ses banderoles de feu. La tête de l'homme en marche se balançait hideusement d'un côté à l'autre. Des coins de sa bouche molle pendaient d'épais fils d'écume ambrée qui flottaient dans la brise nocturne. Il se tint tout d'abord bien droit, comme un humain aurait pu le faire. Dans un autre univers, très loin dans l'espace, la chenille, qui était désormais George Campbell, serrait contre elle un dieu aux formes rouges, comme du sang, et courait, avec des frémissements d'insectes, à travers une sale couleur arc-en-ciel. Elle franchit de massifs portails pour déboucher sous la lumière de soleils inconnus. Titubante entre les arbres, dans une attitude qui faisait penser au mouvement saccadé d'un loup-garou, le corps de George Campbell marcha vers une destinée dont il n'avait pas conscience. Il se dirigea vers une vaste étendue d'eau miroitante, tandis que les griffes de ses longs doigts balayaient les feuilles éparses sur le tapis d'aiguilles de pin. Dans un autre univers, peuplé de vers par-delà la galaxie, George Campbell, tenant en l'air le dieu rond et rouge, s'avançait entre des blocs cyclopéens de pierre noire, vers de longues avenues plantées de fougères. Tout près du lac vers lequel marchait, poussé par l'instinct un corps d'homme guidé par l'esprit d'un ver, on entendit dans les fossés le cri rauque d'un animal. Des dents humaines plongèrent dans la douce fourrure, déchirant la chair. Un petit renard argenté, fou de terreur, planta frénétiquement ses crocs dans un poignet velu qu'il déchiqueta pendant que jaillissait son propre sang. Le corps de George Campbell se redressa lentement, les lèvres aspergées de sang chaud. Il progressa vers les eaux du lac, agitant bizarrement ses bras. Des milliers de vers se prosternèrent dans la poussière scintillante au passage de la créature vermiforme qui abritait dorénavant l'esprit de George Campbell. Un pouvoir divin semblait émaner de son corps qui ondulait avec lenteur. Il était en marche vers le trône d'un empire spirituel qui transcenderait tous les royaumes de la terre. Un trappeur titubait de fatigue dans les épaisses forêts qui, sur terre, entouraient la tente d'où était sorti l'être qui habitait le corps de George Campbell. Il parvint près des eaux miroitantes du lac et aperçut quelque chose de sombre qui y flottait. Il s'était perdu dans les bois toute la nuit, et la lassitude l'enveloppait comme une chape de plomb dans la lumière du petit matin. Mais cette forme était une énigme qu'il ne pouvait ignorer. Allant au bord de l'eau,
Il s'agenouilla dans la boue molle et se pencha en avant en direction de la masse flottante, qu'il ramena lentement vers le rivage. Très loin dans l'espace, un ver qui tenait un dieu rouge et luisant monta sur un trône aussi brillant que Cassiopée, sous un ciel inconnu peuplé d'hyper-soleils. La grande déité qu'il portait parcourait son enveloppe vermiforme, consumant tout reste d'animalité dans le brasier aveuglant d'une spiritualité surhumaine. Sur terre, le trappeur fixa avec une indicible horreur la face velue et noirâtre du noyé. C'était un visage bestial aux traits anthropoïdes répugnants, et de l'ichor noir sortait de sa bouche tordue. Celui qui s'est emparé de ton corps dans les abysses du temps ne pourra s'en faire obéir, dit le dieu rouge. Aucun être sur Yécube ne pouvait contrôler le corps d'un être humain. Sur toutes les surfaces de la terre, les créatures vivantes se déchirent entre elles et se repaissent avec une innombrable cruauté de ceux qui leur sont les plus proches. Aucun esprit de ver ne peut espérer commander un corps humain dès que celui-ci brûle d'un désir de massacre. Seuls des esprits comme les vôtres, instinctivement conditionnés à l'issue de 10 000 générations, parviennent à garder sous le joug de telles pulsions. Ton corps se détruira sur la terre en recherchant le sang de ses frères animaux, sous l'eau fraîche, où il se vautrera tout à son aise. Il en viendra à s'anéantir, car l'instinct de mort est plus puissant chez lui que l'instinct de vie pour pouvoir enfin retourner à la vase dont il provient. C'est ainsi que dans un lointain segment du continuum spatio-temporel s'exprima le dieu rouge et rond, parlant à George Campbell qui, lavé de tout désir humain, se tenait assis sur un trône, régnant sur un peuple de vers, avec plus de sagesse, de bienveillance et de bonté que n'en eurent jamais ceux qui régnèrent sur les empires des hommes. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.